a très très peu de temps, c'est la raison pour laquelle je demande beaucoup de discipline, à la fois pour faire le commentaire de la déclaration finale qui va vous être remis, je pense, par les polos blancs, mais je ne vois pas de polos blancs, mais ce n'est pas grave. Oui, ils arrivent, bravo. Et puis pour faire les remerciements, parce que vous imaginez bien que ces 2 jours et demi que nous avons passés ensemble, qui à l'évidence ont été assez top, ça ne s'est pas fait par une opération céleste, ça s'est passé parce que une centaine de personnes ont travaillé comme des malades depuis maintenant 3 mois, 4 mois. Et avec mes 2 collègues, alors on a tous c'est l'armée mexicaine, on est tous présidents de quelque chose. D'abord Françoise qui est présidente du Cercle des économistes, Hippolyte qui est président du Cercle des économistes, moi-même qui suis le chauffeur-livreur de l'opération, mais en réalité président des rencontres. Mais on est vraiment tous les 3. Il faut qu'on vous dise ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Vous vous souvenez qu'il y a 2 jours et demi, il faisait beau, et on s'était dit, l'objectif que nous avons, c'est d'arriver à faire que, pendant l'année qui vient, les 10 questions que nous allons poser, les 10 interrogations, les 10 territoires que nous allons explorer, seront rendus obligatoires aux candidates et aux candidats de l'élection présidentielle. En réalité, d'habitude, vous savez, on sort des déclarations, tout le monde est content, ces déclarations font plaisir à ceux qui l'ont écrit, et les amis, la famille, quelques proches, mais tout le monde s'en contrefiche. Vous ne voulez pas un peu vous arrêter là, parce que c'est fatigant. Voilà, débrouillez-vous, mais sans bouger. Voilà. Ce qui s'est passé pendant ces 2 jours et demi, et auparavant, dans les travaux que nous avons menés, ce qui est absolument exceptionnel, c'est que ces 2 jours et demi ont donné lieu à des réflexions, à des consensus, à des coalitions, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui vont s'imposer dans le débat des 10 prochains mois. Plus exactement, il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle qui soit utile dans notre pays si les éléments qui vont être évoqués, les propositions qui peuvent être discutées, bien évidemment, mais elles sont source de réflexion si ces 10 éléments de réflexion, de territoire, ne sont pas l'objet de propositions de la part de nos candidates et de nos candidats. C'est ça qui est très nouveau. Alors, il y a eu un phénomène aussi très étonnant, c'est d'abord le fait que tous les gens qui ont participé, en réalité, ont eu le sentiment que c'était très utile. Et puis, vous savez, cette déclaration finale, moi c'est la 21e, c'est d'habitude l'objet de discussions interminables pour des virgules. Enfin bon, les économistes entre eux, c'est toujours très compliqué. Et là, pas du tout. Pas du tout, ça a été la convergence à la fois d'un diagnostic commun. Notre pays, l'année prochaine, n'est pas au mieux de sa forme et ne sera pas au mieux de sa forme, donc il faut vraiment changer beaucoup de choses. Et puis, deuxième aspect, sur les propositions, j'allais dire, nous avons écarté celles qui avaient de l'évidence créé trop de difficultés, mais elles sont quand même très très largement adoptées par l'ensemble des membres du Cercle des économistes. J'ai 2 dernières remarques avant de céder la parole à mes camarades, parce que nous avons tous 5 minutes, en fait 6 minutes. 6 minutes qui sont très précisément organisées un peu comme le voudrait Valérie Rabault, un monde scientifique d'ingénieurs. Premier aspect, il faut que vous ayez en tête l'idée que ces propositions ne prennent sens que parce que des acteurs vont le prendre en charge. Ça a été d'ailleurs merveilleusement bien dit, je me tourne vers Françoise qui avait cette session, c'est cette idée que les entreprises, par exemple, elles vont peut-être prendre en charge assez largement le problème de ce qu'on appelle les needs, c'est-à-dire le 1,5 million de personnes jeunes qui aujourd'hui sont désocialisées. L'éducation nationale ne va pas y arriver tout seul, ce n'est pas possible.
Objectivement, c'est du baratin de croire un instant que ça peut fonctionner comme ça. Et donc, quel que soit, si on se contentait de dire il faut que, ça ne sert à rien. Les entreprises vont prendre ça en charge, pour partie. Et donc, ça, c'est un point très important. Deuxième aspect, et deuxième recommandation, avant que je passe la parole à Hippolyte, certaines de nos recommandations, vous les avez sous les yeux, on ne va pas toutes les défiler parce que vous en auriez par-dessus la tête, mais certaines de nos recommandations supposent un financement complémentaire. Ça va être très compliqué. Alors, la réalité, c'est que le débat européen va s'élargir. Évidemment qu'il ne va pas y avoir les règles de Maastricht appliquées à partir de la fin de l'année. Je n'y crois pas un instant et je peux vous garantir que ce ne sera pas le cas. En revanche, il faudra un moment qu'on vienne à des cadrages un peu différents, vraisemblablement, mais de nos finances publiques, tout simplement parce que derrière, il y a une dette et que cette dette, il faut à un moment que les jeunes qui sont dans la salle finissent par les payer et que tout ça ne marchera pas si on n'est pas un tout petit peu plus raisonnable par la suite. Ça signifie simplement que chaque dépense publique trouve à terme à la fois, j'allais dire une compensation, c'est une réallocation des éléments de dépense. Je fais partie de ceux qui croient qu'une partie de ce qu'on va faire pour la jeunesse doit être financée par, j'allais dire, ma génération, c'est-à-dire par une partie des retraites. Et deuxième aspect, ça suppose que l'État modifie complètement son mode de fonctionnement, parce qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense, de l'utilisation de la dépense publique. Et donc l'idée simple que nous avons développée, c'est cette idée que l'on donne à des centres de coûts, ceux qui dépensent, qui ont une mission. Cette mission, c'est plus une simple dépense de coûts, ils sont responsables, ils ont un budget, ils essayent de faire que ça fonctionne. Voilà, avec ces deux principes, qui sont deux principes pas si faciles que ça à mettre en application, je cède la place à mon camarade Hippolyte, coprésident du service économiste. Merci Jean Révé. Pendant ces rencontres qui ont été très riches et très appréciées, il y a quand même un mot, une notion qui est revenue assez souvent, qui était celle des générations. Parce que c'est vrai que l'expérience Covid, c'est une expérience générationnelle. On s'est d'abord soucié des plus âgés, on a été vraiment très inquiets, et assez rapidement, on s'est aussi soucié des plus jeunes, qui pâtissaient des différentes mesures gouvernementales qui étaient nécessaires, hein, mais qui pâtissaient de ces différentes mesures, que ce soit à la fac, que ce soit dans leur travail, dans leur petit boulot, etc. Et donc, je veux dire, la notion des générations est revenue en force. Et c'est vrai que, bon, on vient d'en parler, là, on vient de passer une élection où pourtant on a élu les personnes qui sont en charge des générations. Je veux dire, la dépendance, c'est au niveau des départements. La région, elle finance aussi les universités. Mais ce n'était pas là, c'était pas dans le... Donc nous, on veut le répéter, on veut remettre une couche, si je puis dire, sur la jeunesse, mais aussi sur les plus fragiles, et notamment sur la fin de vie. Et c'est des sujets qui nous paraissent très importants. Alors, il y avait une personne hier qui me disait, oui, mais vous avez déjà dit ça. Ben oui, d'accord, on a déjà dit ça, on le redit, parce qu'il nous semble que c'est très important. Et vous voyez, les climatologues, ils reviennent jour après jour nous dire qu'il y a un changement climatique et c'est très grave. Et ben, voilà, personne ne leur demande de changer de discours. Vous voyez, les infectiologues, on en a une ce matin exceptionnelle qui nous a dit ben oui, il faut vacciner. Ben, c'est toujours le même discours. Ben, nous aussi. Nous aussi. S'il y a des gens qui arrivent à l'âge adulte et qui n'ont pas les formations, qui n'ont pas les armes pour simplement pour s'insérer dans une société qui est certes complexe, qui est mondialisée, eh bien ça n'ira pas. Et ça créera une division au sein de la société qui sera insupportable. Donc oui, il faut mettre le paquet pour la jeunesse, et oui, on milite pour ça. Maintenant, à partir de là, on a des propositions plus concrètes. Madame du Secours catholique, vous en avez parlé merveilleusement, donc je ne vais pas rentrer dans ces décisions, on est dans ces éléments concrets. Nous, on n'est pas forcément pour un revenu universel qui touche tout le monde, on préfère des mesures ciblées, on préfère de l'accompagnement. Il y a aussi une dimension qui est importante, c'est celle des retraites. Moi, je sais que c'est un problème compliqué, je sais qu'il y a des enjeux politiques derrière, mais je veux dire, on ne peut pas être toute la journée la main sur le cœur en disant la jeunesse, et laisser le système de retraite globalement être en déficit. Parce qu'un système de retraite en déficit, ça veut dire que les cotisants de demain, non seulement ils paieront pour les retraités de demain, mais en plus, ils paieront pour les retraités d'aujourd'hui. Et ça, vous pouvez tourner le système dans tous les sens. Ça n'est pas juste.
Et donc, il faut l'adapter à la réalité. Et dans ce cadre-là, nous, on milite non seulement pour une réforme, et une réforme rapide de ces retraites, afin qu'ils puissent atteindre l'équilibre, et on milite aussi plutôt sur lorsqu'on devient un petit peu technique, si je puis dire, sur les éléments de durée de cotisation, qui nous semblent plus justes que d'autres méthodes. Voilà, je vous remercie. Bravo. Bravo, bravo. La parole maintenant à la coprésidente du Cercle des économistes. Merci Jean-Hervé. Alors, face aux fractures que l'on a évoquées tout à l'heure, aux fractures territoriales notamment, mais pas seulement, il faut réindustrialiser la France, ce serait un petit peu mon fil rouge, réindustrialiser, mais réindustrialiser de façon vertueuse, et en tenant compte aussi des résultats des recherches, en mettant les innovations de rupture sur le devant de la scène, et tout en étant particulièrement vigilant sur le terrain numérique à des questions, aux risques qu'on peut avoir à affronter dans les années qui viennent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Premier point, servir les innovations de rupture et augmenter le budget de recherche. Alors, vous avez des propositions sous les yeux, je ne vais pas les répéter. Il y en a peut-être une très importante quand même, c'est essayer d'être enfin au niveau de nos pays voisins et comparables sur l'effort de recherche. Ça n'est pas gigantesque et c'est absolument indispensable en termes de pourcentage du PIB, 3% du PIB, c'est un objectif atteignable. Faire travailler les agences, plus encore qu'elles le font aujourd'hui en agences qui mettent en avant des projets plutôt que des agences de moyens, et puis vous avez d'autres propositions. Alors cette recherche qui va servir la réindustrialisation, cette recherche qui va permettre des innovations de rupture, elle passe aussi par un deuxième élément, c'est que ces innovations, cette réindustrialisation doit être vertueuse, c'est-à-dire qu'elle doit être verte. C'est quelque chose qui va de pair avec le plan de relance, mais je crois que c'est important de le répéter. Et vous avez donc sous les yeux un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens. Ça a vraiment traversé tous nos débats. C'est là aussi une question non seulement d'économie, mais aussi de solidarité intergénérationnelle, avec notamment, par exemple, l'élargissement du marché européen d'échange des quotas d'émissions de CO2 à tous les secteurs d'activité. Mais vous avez d'autres propositions importantes sur ce terrain-là. Troisième point, réindustrialiser en tenant compte de l'environnement, mais aussi en tenant compte évidemment de l'évolution vers le numérique. C'est un impératif, c'est une évidence, je ne m'attarde pas là-dessus. On a tous les jours des annonces d'attaques de cybersécurité. Il faut monter en compétences là-dessus. Il faut travailler dans la coopération internationale, sans doute avec une grande conférence internationale annuelle, qui véritablement mettent les questions sur la table, car nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle, si je puis dire, pandémie de cybersécurité. Merci. Bien. Alors, je termine juste, vous allez tous lire très soigneusement ce qu'a ce joli titre de 10 exigences pour la présidentielle, donc c'est bien clair. Je termine juste ce qui, pour nous autres économistes, les 35 économistes sont, j'allais dire, sur la même ligne. Le problème clé de notre pays, c'est celui des qualifications. Et c'est évidemment celui qui explique, par exemple, le fait qu'il y a autant d'emplois non vacants disponibles et qu'on ne trouve pas les gens qui peuvent fournir ces qualifications. Donc, la qualification, c'est deux choses. C'est mettre le paquet sur le primaire. Donc, alors là, on ne touche pas au budget global de l'éducation nationale, mais on transfère une partie du secondaire vers le primaire, tout simplement parce que c'est là que, à la fois, on forme les gens et à la fois, c'est là où se créent les inégalités. Je fais un petit signe à Véronique Fayet pour lui dire que personne ne l'oublie dans cette affaire. Deuxième sujet, il y a 1 500 000 jeunes, 1 500 000 jeunes dans notre pays qui sont désocialisés, c'est-à-dire qui n'ont ni emploi ni formation. C'est un scandale absolu. Et c'est en plus, j'allais dire, une bombe à retardement, c'est évident. Donc, il se trouve que l'éducation nationale ne va pas y arriver tout seul. Et c'est la raison pour laquelle on change un tout petit peu les lignes de partage des responsabilités des uns et des autres. Et on voit apparaître, et ça a été très frappant dans les 2 jours et demi de discussion, des prises en charge, au fond, des volontés nouvelles des entreprises, et notamment des grandes entreprises, puisque c'est elles qui mènent le bal,
de prendre leurs responsabilités par rapport à ces sujets et de créer peut-être des lieux partout de resocialisation de ces jeunes pour les entraîner vers des emplois. Ça touche évidemment, j'allais dire, l'activité économique de notre pays et surtout ça touche l'activité et l'équilibre social de notre pays. Donc tout ça est positif. Voilà. Donc vous lisez ça. Comme il nous reste très peu de temps, je viens d'appeler la SNCF et ils nous ont décidé effectivement de retarder le train que vous allez prendre dans 17 minutes. Donc je suis quand même obligé d'aller vite, mais c'est le grand moment, et le moment le plus super de ces 2 journées et demie, c'est celui des remerciements. Et je peux vous dire, alors d'habitude je fais un peu le clown et je demande à applaudir à chaque personne. C'est pas jouable ce coup-ci, parce que sinon vous allez m'en vouloir et vous allez vraiment louper votre train. Donc les longs applaudissements, ce sera pour la fin. Non, il y aura peut-être un moment où on va s'arrêter, vous applaudirez, enfin, ce sera en 2 fois, voilà. Alors, je voudrais remercier, parce que toute cette affaire, c'est formidable, ce qui est passé pendant 2 journées et demie, c'est exceptionnel, et je voudrais dire que tout ça n'aurait pas eu lieu sans les 106 partenaires, c'est-à-dire les gens qui non seulement nous financent, mais vous savez, nous, on n'est pas une opération on n'a pas en charge de l'événementiel. Nous, ce qu'on veut, c'est que les candidats à l'élection présidentielle deviennent sérieux, ce qui est un objectif beaucoup plus compliqué. Et donc, les 106, ils nous aident et ils participent intellectuellement. C'est formidable. Vous ne les applaudissez pas tout à l'heure? Non, non, oui, si vous les applaudissez, très bien. Non, vous pouvez surtout les applaudir c'est un appel pour l'année prochaine. Alors, je voudrais dire, il y a une direction générale dans cette opération. Alors, d'abord, il y a le cercle d'économie, c'est 2 coprésidents. Rien ne serait possible sans Françoise, Hippolyte et les 32 membres du cercle. Bon. L'équipe qui a monté cette opération, vous avez vu en haut, c'est génial. Enfin, il y a les tentes, ils appellent ça des chapiteaux, je trouve que ça fait un peu cirque. Enfin, bon, c'est ce qu'on appelle la direction générale. Et la direction générale, c'est 2 personnes qui ont porté à bout de bras toute cette opération. C'est Marie Cassin et Anne Vernois. Franchement, ouais, là vous y allez. Après, mes amis, parce que sinon vous allez vraiment m'en vouloir, donc, parce qu'il y en a un paquet qu'il faut remercier, hein. Il y a plusieurs équipes qui sont des équipes toutes incroyables, parce qu'elles, vous voyez, c'est comme fait avec beaucoup d'huile de coude. C'est l'équipe partenaire, Hélène Vérizère et Philippe Guérard, qui sont aidés d'Héloïse et de Clara. Je ne vous empêcherai pas d'applaudir, alors applaudissez. Puis à la fin, j'ai un bon truc, c'est vous applaudissez vous-même, parce qu'il y a un truc qui dit « mais c'est grâce à vous que tout ça s'est fait ». Là, vous applaudissez. Il y a une équipe programme, alors vraiment, ils ont tous fait des boulots formidables. Thibaut Moméja, Zoé Martini, Léa Frisch, Clément Lebourg, aidé d'Anne-Sophie. Vraiment, les partenaires et le programme, c'était formidable. L'équipe production événementielle. Alors l'année dernière, j'avais voulu les mettre en valeur, j'avais failli oublier, c'était horrible. Donc j'ai failli me faire assassiner à la sortie. C'est évidemment Laure Koum, qui est, voilà. Alexandra, grâce auquel vous avez été nourri, logé, aimé. Enfin bon, aimé, c'est beaucoup dire. Madame Le Tourneur de Dison. Nicole Bordet. Oui, bravo. Catherine Filonzu, qui nous revient chaque année. Elle arrive, elle est blanche parce qu'elle arrive de Lille et elle sort, elle est toute bronzée parce que, ben non, c'est pas possible, elle a fait que travailler. Pas possible. Il y a Antoine, Pauline et Anna, donc c'est toute cette équipe. Une équipe communication, et vous avez vu, hein, franchement, on parle que de nous, et vous allez voir, c'est pas fini. Anaïs Paccard, Alban Schneider, Thibaut Mongis, aidé de Camille, Lucie, Ronan et Ségolène. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques vieux, je ne les ai pas bien vus, mais enfin bon, en tout cas, ils ne sont pas sur cette scène. Et puis il y a beaucoup de jeunes, ceux qui ont des polos bleus, là ou blancs. Mais il y a d'abord les bleus, et ça a été organisé de manière magnifique par l'équipe 18-28, Sophie Parisel et Léa Levente-Bérini.
il y a un secrétariat général qui, cette année, a eu la grande douleur de porter nos déficits. Mais j'ai confiance en vous. Il y a une petite, vous savez, comme la sortie des... Hein, il y a une quête, vous voyez, pas moins de 1000, hein, mais c'est pas de problème. Et c'est Guillemette Deluse et Laetitia Deloin, formidable. La déclaration finale, on l'a faite très rapidement parce qu'on est quand même pris par le temps, mais vous allez voir, elle est exceptionnelle. Et ces 3 jeunes qui ont réussi à faire parler les membres du CERF. Vous savez, les économistes, c'est pas facile, hein, ils sont quand même des... Bon, il faut aimer, hein. Et c'est Théodore Gentil, Mathieu Noguès et Léa Conini. Non, mais attends, là, on va pas y arriver. Les polos blancs, c'est ceux qui vous ont accueillis, ils sont pas là? Ils sont là, voilà. Voilà, les polos blancs. Et en plus, comme les polos bleus, ils font des études, donc, vous voyez, et ils ont été reçus à 100%. Cette année, c'était particulièrement difficile. Le Festival d'art lyrique, bon, oui, on le remercie, parce que quand même, ils sont bien. Et le Festival de jazz, hier. Honnêtement, voilà. Alors, on a une équipe de la préfecture menée par un sous-préfet, c'est Jean-Louis. Oui. Bon, enfin, il est vachement sympa. Voilà. Les services de police, alors là, je ne peux pas m'empêcher de les regarder avec tendresse parce qu'ils ont l'air comme ça. La police, normalement, c'est pas facile. Mais alors là, ils sont tellement sympas. On a parlé de bisounours tout à l'heure, mais c'est même pas des bisounours. Ils nous protègent en souriant, en nous aimant. Enfin, c'est extraordinaire. Et tous les services municipaux. Il y a l'AMU. L'AMU, une année, je me suis fait tirer l'oreille parce que j'avais oublié les équipes de l'université, mais les équipes de l'université. Alors, c'est vrai qu'on est un peu en dehors, mais on est resté quand même tellement liés avec eux, avec la présidence, avec tous. Et honnêtement, vive l'AMU. L'AMU, ça veut dire, c'est l'université d'Aix-Marseille. Bon. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, après, il y a tous ceux qui nous ont aidés, et ils sont nombreux. Alors, je vais vous dire assez rapidement, mais évidemment, vous voyez ce décor sublime, ça a été monté, imaginé, travaillé et payé. Malheureusement payé par Olivier Rougier et son équipe. C'est formidable, ça. Toute l'organisation, tout ce qui a été, au fond, tout ce qui nous a fait fonctionner, c'est comme chaque année l'équipe Boréal. C'est Didier Guillon et son équipe. Le dispositif qui consiste à avoir des gens dans le monde entier, qu'on fait intervenir un truc, c'est une équipe marseillaise qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'arrête pas de le dire, et du coup, j'attends les chocolats. C'est l'équipe de A3 Productions. Et Denis Rouzotte, pardon, son équipe. Aviso, bah oui, c'est eux qui sont là. Non, c'est une équipe exceptionnelle qui a fait aussi fonctionner toutes les micros, tout ça, c'est eux. C'est formidable. Hélène Traiteur, bah, grâce à eux, vous allez pouvoir être à la diète pendant les 3 jours qui viennent. Vous avez après Glasshouse et Reputation Squad. Bah, c'était l'équipe de jazz. Ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est les réseaux sociaux. Mais vous avez le droit de dire. Voilà. Non, attendez, parce qu'ils ont presque le même nom, mais attendez, c'est les réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux, je vous rappelle qu'il y a 500 000, plus exactement les derniers chiffres que j'ai, c'est 502 324 personnes qui ont suivi l'événement. Alors vraiment, je répète parce que j'ai fait une erreur tragique, c'est Glasshouse et Reputation Squad, c'est une équipe de réseaux sociaux,
c'est pas du tout une équipe de jazz, c'est une connerie de ma part. Et je me prie leur prie de m'excuser. Ils sont formidables et voilà, ils sont formidables. Il y a l'équipe de l'université d'Aix-Marseille et évidemment l'équipe d'abord de traduction de Lionel Fintoni qui est top depuis toujours. Il y a l'équipe de... Voilà. Il y a Alain Viviano et l'équipe de l'université d'Aix-Marseille. Il y a SSK, la flotte de chauffeurs. Ils sont vachement sympas. Franchement, ils sont toujours gentils. Et le personnel de l'entretien et de sécurité. Vous savez, on est quand même... voilà. Alors, il y avait... Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait trois grands mobiles au sens des gros camions, pour ceux qui ne connaissent pas bien le langage technique, et des gros camions, et c'était Alegria, c'est une société basque espagnole formidable, et donc je les remercie de nous avoir aidés, ainsi que tous les hôteliers, il y en a eu je crois 28 d'Aix-en-Provence, et puis l'équipe d'entretien, et puis tous les gens qui nous ont aidés, les gens qui accueillaient, les gens, enfin, nous on est assez sensibles, on est assez humaniste au sens de l'idée que tout le monde se vaut, et je répète, parce que je vais vraiment terminer en toute beauté, deux choses. La première, c'est, si ça vous a échappé, l'équipe de Glasshouse et Reputation Squared, qui est formidable en matière de réseaux sociaux. Donc, voilà, si vous pouvez les réapplaudir. Et je termine en disant d'abord, nous allons tous nous applaudir, et surtout vous, parce que c'est quand même grâce à vous, et grâce à nous aussi, enfin surtout grâce à nous et un peu grâce à vous, que c'est un succès. À l'année prochaine. Et merci surtout à Jean-Hervé. Voilà.